Alors, bonjour et bienvenue à tous. On va sans tarder donc commencer cette conférence de presse par rapport à ce qui m'est arrivé, comme vous le savez, cette incarcération d'il y a quelques jours, puis cette libération. Alors, on va un peu se partager les rôles avec Maître Bautier, qui est mon conseil dans cette affaire. Et donc, lui s'occupera principalement, je pense, de l'aspect judiciaire et du dossier proprement dit. Et je m'attacherai à parler un peu plus de la détention et d'autres aspects en ce qui me concerne. Donc, je cède directement la parole à Maître Bautier. Si vous voulez que ce soit plus fort, oui. Je préfère toujours parler sans micro. Je crois que c'est nettement mieux. Si ma voix baisse, vous le dites et je la relèverai. Je crois que toute personne qui, à un moment donné dans sa vie, se retrouve entre quatre murs, quel que soit le lieu, que ce soit forêt, l'Indonésie, l'Amérique, qui se retrouve tout seul entre quatre murs, je crois que la première chose qu'on se dit, c'est qui va m'aider? Et la deuxième chose, mais qu'est-ce qu'on me reproche? Alors, le forban, le mafieux, le méchant, souvent, il sait ce qu'il a fait. C'est encore plus pénible d'être enfermé dans quatre murs quand on ne sait pas ce qu'on vous reproche. Alors, rassurez-vous, M. Boulif sait très bien ce qu'on lui reproche, et M. Boulif n'était pas seul. À partir du moment où on a pris sa détention, à partir du moment où je suis intervenu, c'est par centaines que les hommes, les femmes de la communauté musulmane, mais pas uniquement, ont témoigné leur sympathie en disant « c'est pas possible ». C'est d'autant plus difficile pour un avocat d'avoir un client honnête, alors que tout le monde dit que c'est pas possible, que manifestement on va devoir relever un défi, puisqu'en face de moi, et je ne révélerai pas aujourd'hui de secret de l'instruction, mais je vous dirai pour la défense de M. Boulif, ce jusqu'où je peux aller dans des révélations qui le concernent. Et donc, à partir du moment où M. Boulif me dit « je suis innocent » et à partir du moment où le juge d'instruction ne le croit pas, il faut prouver. Et ce qui était dur, c'est au moment de voir le dossier, c'est de se rendre compte que le juge d'instruction avait reçu des informations fausses. Ne me demandez pas le détail. Je peux, pour la défense de M. Boulif, dire qu'en tout cas, sur le plan des griefs, M. Boulif est parvenu à prouver à l'euro près ce qu'on pouvait lui reprocher. Bien sûr, je n'ai aucune critique à faire à l'égard du juge d'instruction. Je le lui ai dit en chambre du conseil, ça a duré très longtemps, et en chambre du conseil, il nous a dit on doit encore vérifier, on doit encore vérifier. Et ce que je dis, le juge d'instruction pourrait facilement l'entendre. Il me le dit, il me le répète, c'est pas parce qu'il est sorti que pour moi il est complètement blanchi. Il n'empêche qu'il est sorti, il n'empêche qu'il a fourni, surtout ce dont il était question, dans la presse notamment, tous les justificatifs. Mais il ne pouvait pas le faire, lui, entre ces quatre murs, il ne pouvait pas le faire tout seul. Il était aidé par ça par ses amis de l'ancien exécutif qui sont ici en grand nombre. Il est aidé par ça par les gens qui actuellement dans l'exécutif savent que la communauté musulmane traverse une crise profonde et n'ont pas envie d'un bouc émissaire comme M. Boulif. Donc, première chose, M. Boulif était seul, il ne l'est pas. M. Boulif a été accusé, il se défendra bec et ongle, et je crois qu'il n'y aura jamais de jugement public contre M. Boulif, parce que ce dossier, pour M. Boulif, ne passera pas, à mon avis, le stade de la Chambre du Conseil. Il y a eu d'autres. Le président de l'exécutif qui a précédé M. Boulif a également été accusé, a également traîné dans la boue. Et cet homme, heureusement pour lui, qui est un ami de M. Boulif, se trouve quelque part blanchi. Mais M. Boulif a été atteint, non seulement en plein cœur, parce que pour lui c'est effrayant ce qui est arrivé, je pèse mes mots,
mais il était atteint en plus comme membre d'une communauté qui est bassement et qui continue à être bassement minée et attaquée. Les deux pôles sont intéressants, les deux mots, je les ai choisis. Certains s'attachent à miner une communauté relativement jeune en visant à la discréditer, et certains s'attachent évidemment à tirer les marrons du feu pour pouvoir tirer des avantages justement de ce travail de sape. M. Bouliff donc se bat pour lui, pour montrer que c'est un homme qui a été, qui sera, je l'espère pour lui, qui est honnête, mais il se bat aussi pour l'honneur d'une communauté qui pour le moment est terriblement bafouée. Que reproche-t-on à M. Bouliff? Encore une fois, c'est sa défense qui parle. Dans le secret de l'instruction, nous avons intérêt à ce que ce secret soit gardé pour beaucoup de raisons. Des raisons tactiques d'abord, parce que nous ne voulons pas que nos adversaires sachent ce que nous donnons au juge d'instruction, mais en plus parce que nous avons le respect du travail mené par le juge d'instruction. Bien sûr, je le répète au départ, les idées, les informations, les bruits sont faux à l'égard de M. Bouliff. À partir de ce moment, M. Bouliff peut dire qu'il lui est reproché, relativement au matériel, des choses qu'il a pu prouver, je dirais, jusqu'au type exprès. Il est reproché des événements par rapport à de l'argent. M. Bouliff était président de l'exécutif, mais également responsable d'une ASBL qui recueillait l'argent. On peut toujours, quand on est en prison, vous poser des questions, de savoir mais qu'est-ce que vous avez fait 2 ans plus tôt à propos de cet argent et où l'avez-vous mis? M. Bouliff ne pouvait pas donner de réponse. Il les a données. Il les a données toutes. Elles sont entre les mains du juge d'instruction. Et je tiens à vous dire qu'il les a données toutes. Et il a donné tout justificatif grâce à ceux qui, dans l'exécutif actuel, ont voulu l'aider. Ce n'est pas rien. M. Bouliff a alors dû faire face aussi à des bruits particulièrement gênants. M. Bouliff aurait, vous imaginez d'abord l'invraisemblance de l'histoire, émis à l'encontre d'un sieur Tra, que tout le monde connaît, un chèque. Vous imaginez que M. Bouliff, en tant que président de l'exécutif, s'il avait envie de donner, et peut-être que ce n'est pas malin, s'il avait envie de donner 100 € à M. Tra, 3 petits points, je ne crois pas qu'il aurait fait un chèque au départ de l'exécutif, je ne crois pas qu'il aurait fait ça tout seul, je ne crois pas qu'il l'aurait articulé en manière telle qu'on puisse retrouver sa trace. Non pas parce qu'il avait honte, mais parce que, effectivement, il n'a jamais confondu entre ses intérêts propres et l'exécutif. Et quand on voit ce qu'est devenu ce bruit, oui, mais l'exécutif, au fond, c'est ça, favorise, aide, supporte, avec un grand T, le terrorisme, ça s'effondre comme un château de cartes. Je ne vais pas vous dévoiler encore une fois ce qu'il y a dans le juge d'instruction, mais en tout cas, M. Bouliff n'est pas accusé, n'est plus soupçonné, n'est plus suspecté d'avoir voulu ou pu ou accepté de donner à M. Tra, 3 petits points, 1 franc, 1 euro ou quoi que ce soit. Des racontars, des médisances peuplent ce dossier depuis des années. Alors, il ne m'appartient pas à moi de dire qui sont les racontars, qui sont les médisants. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui font ça, pour M. Bouliff, seront poursuivis. Et M. Bouliff a l'envie de vous dire aujourd'hui, j'ai été humilié, j'ai été au tapis, je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas un violent, mais progressivement, comme je peux le faire dans ma vie, je parviendrai à montrer qui a trahi, qui a dénoncé et qui voudrait ainsi porter la main aussi gravement à un culte qui souffre. Je vous rappelle que les poursuites sont initiées suite à des lettres adressées au ministère de la Justice et que Madame le ministre de la Justice demande des enquêtes. Je peux vous dire, pour la défense de M. Bouliff, que M. le juge d'instruction a été mal et très mal informé. Et je peux aussi vous dire que l'atmosphère changeant, il est clair qu'on n'en est pas aujourd'hui à la fin de ce dossier. Alors, très clairement, je reprends, les montants reprochés à M. Bouliff sont justifiés à l'euro près.
Les reproches qu'on pourrait élever à propos du matériel sont déjà éclaircis. Ce n'est pas pour ça que M. Boulif est innocenté, je le répète. À mes yeux, je le défends, oui. À ses yeux, oui. Aux yeux de ses proches, oui. Mais attention, il est clair qu'une instruction est toujours en cours et que nous tenons à ce que le juge d'instruction aille jusqu'au bout. Et si, et c'est une des phrases que je tiens à prononcer, si l'instruction actuelle n'allait pas jusqu'au bout, M. Boulif poursuivrait en tant qu'accusateur, en tant que partie civile, ceux qui l'ont traîné dans la boue. Alors, dernière chose, avant de laisser la parole à M. Boulif, M. Boulif fait confiance au juge d'instruction. Alors, bon, ça peut toujours être la manche qu'on essaie de faire reluire, ça peut toujours être le bon mot, il m'a libéré, il est très gentil. Non. Je crois haut et clair que quand M. le juge d'instruction disait en chambre du conseil, je ne suis pas convaincu qu'il était honnête, je crois haut et clair que le juge d'instruction était, lui, honnête. Il croyait que M. Boulif ne l'était pas. Je crois maintenant que le juge d'instruction a pu ou pourra changer d'avis, et je crois que les choses iront de telle sorte que cette instruction permettra de voir ce que je ne nie pas, ce que M. Boulif ne nie pas. Il y a des mafias. Vous savez, la mafia, ce n'est pas uniquement un Italien avec un cigare dans la Sicile. Ce n'est pas un étranger quelque part ailleurs. La mafia, c'est en gros une association de gens qui visent un intérêt, souvent pécuniaire, en bande, et qui s'arrangent pour faire tomber, à la limite, tout ce qui bouge. Avec l'astuce que ces mafias sont toujours dans le même processus. Dès que ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On se dispute avec son copain, comme ça le copain va un peu ailleurs, et puis on se recolle, et puis on se redispute. Et comme ça, on connaît toutes les informations, c'est tout. La mafia, c'est aussi ce qui s'allie ou essaye de s'allier. Et je ne dirais pas autre chose. La mafia, c'est ce qui essaye de s'allier avec des gens au pouvoir. Nous sommes devant un caractère mafieux que M. Boulif ne peut pas supporter, que l'ancien exécutif ne peut pas supporter. Nous sommes aussi devant une tentative, étant donné ces mafieux, parce que s'il n'y avait pas eu les mafieux, et clairement, il n'y aurait peut-être pas tentative de récupération politique, nous sommes devant une tentative de récupération politique pour faire en sorte que le culte musulman souffre et soit un culte non indépendant. M. Boulif s'est battu pendant 2 ans justement pour monter ce culte à un niveau d'indépendance, de respectabilité, qui maintenant est mis à mal. M. Boulif entend non pas mener le combat pour lui-même, mais aussi pour le culte musulman, pour qu'il soit débarrassé de ceux qui, mafieusement, si je peux me permettre ces expressions, lui font du mal et qui font des alliances qui, pour moi, sont très dangereuses. Il y a, pour la religion musulmane, comme pour toutes les religions, un énorme danger, c'est de rendre ces religions musulmanes, chrétiennes, orthodoxes, juives, vulnérables du politique. Il faut que cette religion majeure, vaccinée, se dégage de toute influence mafieuse et politique. Je vous remercie. Merci, Maître Gauthier. J'ai une voix, je pense, qui porte beaucoup moins que la sienne, donc je vais utiliser le micro. Et je n'ai pas l'habitude d'écrire les textes pour parler aux personnes présentes, mais par souci pour gagner du temps et pour ne pas me perdre dans des considérations qui seront peut-être moins pertinentes, je vais m'adresser à vous directement en quelques pages, enfin 2 pages de texte, pour vous dire qu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre et que nous voulons tous comprendre. Mes amis, ma famille veulent comprendre, mais aussi les gens qui me font confiance et qui m'ont fait confiance durant toutes ces années, en Belgique, mais aussi sur les 4 continents, parce que j'ai la chance aussi de donner des conférences un peu partout, sauf en Amérique latine où je n'ai pas encore eu l'occasion et la chance d'y aller. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui me contactent, veulent aussi comprendre. Ils veulent comprendre comment on est passé d'un homme
connu pour son intégrité, reconnu par ses pairs et surtout désintéressé, surtout par l'aspect financier, comment il se retrouve dans une cellule de la prison de Forêt. Aujourd'hui libre, j'aspire à aider à ce que la vérité jaillisse enfin. Alors le premier élément que je voudrais aborder, c'est cette détention justement. Et à cet égard, je voudrais, permettez-moi d'avoir une pensée pour Dimitri. Dimitri, c'était mon compagnon de cellule, il a 19 ans, il a été pris pour une affaire de drogue, mais on voit bien qu'il est un peu perdu là, et il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Eh bien, je voudrais avoir aujourd'hui une pensée pour lui, ainsi que tous les autres anonymes de la prison de Forêt, des prisons de Belgique, mais aussi des prisons dans le monde. La prison que l'on nous souhaite bien sûr à personne est une chose terrible, mais il faut le vivre pour le comprendre. Je ne pense pas que c'est possible autrement. Bien sûr, on me l'a répété si souvent durant ces 9 jours, à tort et à travers, que ce n'était pas un hôtel, que c'était surtout une prison. Mais il y a une chose en quoi je crois fermement dans notre démocratie, c'est quel que soit le délit commis, et a fortiori quand il n'y a pas encore de condamnation, et c'est le cas pour énormément de personnes à la prison de Forêt, il faut préserver la dignité de l'homme qui est derrière ces barreaux. Or, à Forêt, aujourd'hui, la dignité humaine est bafouée à divers degrés. Ce n'est pas digne, la prison de Forêt n'est pas digne ni de la Belgique, ni de Bruxelles, capitale de l'Europe, ni d'un État de droit. C'est purement un scandale. Vous devez également savoir qu'en tant qu'ancien président d'un organe de chef de culte, je n'ai eu à aucun moment un traitement de faveur. Je ne l'ai pas demandé et je l'aurais refusé. Je m'efforcerai, dès que possible, à trouver les interlocuteurs de toutes les convictions, notamment les aumôniers, pour qu'un sort plus digne soit réservé à ces détenus particulièrement de Forêt. C'est mon engagement aujourd'hui. Je dois dire également, et comme l'a dit Maître Bautier, c'est encore plus éprouvant quand on sait qu'on est innocent, que vous êtes coupé du monde, que vous savez où sont les éléments qui vous disculpent, mais derrière les barreaux, coupé du monde, vous êtes malheureusement sans moyens pour vous défendre. Alors justement, par rapport aux faits qui ont été reprochés et qui ont largement, en grande partie, été relayés dans la presse, je dois d'abord dire, comme l'a souligné Maître Bautier, nous devons rester encore dans le respect et respecter le secret de l'instruction, simplement pour que le juge puisse continuer à faire son enquête. Elle n'est pas terminée. Mais je dirais simplement que par rapport à ce qui a été publié dans la presse, personnellement, je tombe des nues comme beaucoup de personnes par rapport à la réalité que j'ai pu découvrir dans le dossier et qui fait encore aujourd'hui partie de l'instruction. Notamment les montants qui ont été très souvent cités sont farfelus. Les enquêteurs eux-mêmes se posent d'où viennent ces montants. Certains, bien sûr, croient tout savoir, mais il y a des personnes vraiment malhonnêtes dans toute cette affaire. Alors aujourd'hui, notre position, c'est de dire que nous prouverons, et nous l'avons déjà fait avec Monsieur le juge, en remettant toutes les pièces par rapport à ce qui nous est reproché. Nous avons réuni les documents de première main, c'est-à-dire que nous n'avons pas essayé d'obtenir nos preuves par des moyens détournés auprès de l'exécutif. C'est l'exécutif actuel lui-même, le président de l'actuel exécutif, qui m'a remis les documents qui me servent aujourd'hui à démontrer mon innocence. Moi-même, ainsi que les membres de l'exécutif que j'ai eu l'honneur de présider durant mon mandat, collaboreront pleinement et nous prouverons le moindre euro dépensé à juste titre dans cette institution. La première chose, c'est démontrer que ce que
que ce qui nous est reproché n'est pas étayé. Deuxièmement, nous attacherons également, et au-delà d'une simple défense, à démontrer, parce qu'il est facile aujourd'hui de dire ils sont tous pourris, ils sont tous les mêmes, c'est des voleurs, c'est des affairistes. Notre combat aujourd'hui, c'est d'essayer de démontrer que notre gestion a été exemplaire tant au niveau des finances qu'au niveau des dossiers. Et que nous n'avons aucun problème, mais vraiment aucun problème, à ce qu'un énième audit, au-delà de ce qu'a pu faire la Cour des comptes, au-delà de ce qu'a pu faire notre propre reviseur, au-delà de ce que les enquêteurs de Madame la Ministre ont pu faire, nous sommes ouverts à toute autre enquête qui s'intéresserait à éplucher nos comptes. Nous voulons la vérité, toute la vérité, et que la transparence et le professionnalisme de notre gestion soient finalement reconnus sans équivoque. Et à cet égard, je regrette que Madame la Ministre, dans un courrier récent adressé à un député et qui circule allègrement, je ne trahis rien, il est disponible un peu partout, soit aussi affirmative par rapport à notre gestion quand elle parle du fait qu'on ait laissé un passif lourd, c'est inexact, qu'il y ait un manque de transparence totale dans la gestion laissée par l'exécutif, celui que j'ai présidé, c'est totalement faux également. Et là, je le regrette alors que l'instruction est toujours en cours. Finalement, par rapport et au-delà de ma personne, il faudra en temps voulu tirer les conséquences de ces événements. La situation du culte musulman, si elle est scandaleuse aujourd'hui en termes d'image de l'islam et des musulmans de notre pays, en termes de gâchis pour les intérêts légitimes de cette communauté, reconnue depuis 1974, cette situation que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une conséquence et ne date pas des événements récents et pas uniquement de l'actuel mandat ou des personnes de l'exécutif actuel, ni des autorités politiques de tutelle actuelles. Par des comportements responsables successifs, depuis une quinzaine d'années, et à tous les niveaux, on est arrivé à criminaliser un culte. Cela est inacceptable, il faut que cela cesse le plus rapidement possible. J'ai dit qu'il y avait des responsabilités à divers niveaux, oui, certainement au niveau des musulmans, et principalement de leurs responsables, et déjà nous en voyons les effets, puisque les langues commencent à se délier et les responsabilités les doigts commencent à se pointer vers ces responsabilités. Des responsabilités politiques également qui s'accumulent, qui se sont accumulées et qui devront, à un moment ou à un autre, répondre à des questions sur cette gestion, au moins depuis 1998, si pas avant. Mais il y a aussi, et sans devoir généraliser, et vous êtes aujourd'hui ici en face de nous, le traitement médiatique de ce dossier. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et si je prends simplement ce qui s'est passé récemment, par rapport à des faits qui ne m'étaient pas du tout reprochés, qui sont reprochés à l'exécutif actuel, malheureusement, notre télévision publique n'a pas trouvé mieux que de mettre des images de mon mandat, me montrant à moi, pour parler de faits qui n'ont rien à voir, des faits qui sont passés en 2006. Je ne généralise pas bien sûr tous les médias, mais il suffit, je pense, aujourd'hui c'est très facile, de réunir tous les textes avec les moyens informatiques que nous avons et le net, et de prendre un peu tous les articles, tous les titres qui ont été écrits sur l'exécutif des musulmans de Belgique, et vous verrez qu'il y a souvent, pour la majorité des cas, un sens unique dans la manière dont est traitée cette information. Et je voulais aujourd'hui éviter d'attaquer personne ou de citer des noms, mais je pense que je vais faire une exception par rapport à une personne qui a fait beaucoup de mal dans ce dossier, notamment sur le traitement médiatique, en la personne de M. Roland Planchard de la Libre Belgique. Là, je me dois de le dire parce qu'il y a exagération et ce n'est pas du tout du journalisme avec des articles. Il suffit de taper, aller à la Libre Belgique et de rechercher les articles, soit avec mon nom, soit avec l'exécutif, et de, si vous ne voulez pas faire trop long, vous arrêtez uniquement dans les titres sur ces 5 dernières années, ou si vous voulez un peu plus dans les détails,
et vous comprendrez la manière dont ce monsieur informe nos citoyens, ou plutôt désinforme nos citoyens sur ce dossier. Alors aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il est temps de reconstruire ce culte dans la sérénité, mais sans langue de bois, sans compromission. Et cela, j'en suis persuadé, pour l'intérêt de tous, l'intérêt des musulmans, des autorités, de notre citoyenneté commune de façon plus générale. Nous ne sommes pas des affairistes, mais chacun doit prendre sa responsabilité. Je prendrai la mienne et aiderai du mieux que je peux à cette reconstruction, ainsi que les personnes qui m'ont accompagné durant mon mandat. Enfin, je voudrais, en terminant cette intervention, vous remercier, vous à tous, pour votre attention et pour votre présence, comme utiliser votre canal pour remercier tous ceux qui ont été stupéfaits de mon arrestation et qui, dès les premiers moments, les premières minutes, dès qu'ils ont été au courant, sont venus soutenir ma famille, mes proches, apporter l'aide et le réconfort qu'il fallait à ce moment-là, durant des moments pénibles de cette détention, soutien qu'ils continuent à faire aujourd'hui, car ce n'est pas fini. Et pour conclure, je dirais que j'ai été surpris, mais très très agréablement surpris, par l'élan de solidarité et l'émotion au-delà de notre frontière ou de nos frontières qu'a suscité cette détention durant 9 jours. Je vous remercie pour votre attention et prenons quelques minutes pour répondre, Maître Bautier et moi-même, à vos questions, si vous en avez. Merci. Une question, Maître Bautier, peut-être vous avez commencé par nous dire que le juge a reçu des informations fausses. D'après vous, de qui a-t-il reçu ces informations? Savez-vous de qui il a reçu ces informations? Réponse de Normand, oui et non. J'ai vu le dossier, il y a 7 cartons. Ben oui, puisque le dossier a commencé il y a quelques années. Ce que M. Boulif vient de dire est évidemment dans le droit fil de ce que nous vivons. Moi, je suis arrivé pour la Chambre du Conseil, j'ai un jour, c'est-à-dire de 8h à midi et demi et de 1h30 à 4h pour voir le dossier. Le jeudi, avant la Chambre du Conseil, on m'a donné 7 cartons. C'est le dossier musulman. Je voudrais bien déjà être en audience publique pour lire certaines pièces de ce dossier. Qui ouvre ce dossier? J'ai attiré l'attention de la Chambre du Conseil et du juge sur ce qui ouvre ce dossier. Alors, oui, je sais qui a donné des informations, oui, je sais. Et c'est ça l'avantage maintenant de M. Boulif. Au fond, il est tombé dans le trou, il en sort, mais il sait qui l'a mis dans le trou, lui. Alors, moi, je n'ai pas envie de donner des noms pour donner des noms, pour afficher des gens. Je trouve que, d'abord, ça ne va pas, ils ne sont pas là pour se défendre. Mais nous savons, oui. Et nous savons qui, M. Boulif a pointé du doigt des gens de la communauté, des gens dehors de la communauté. Je vous ai dit très clairement, il y a une politisation absurde, dangereuse, nauséeuse dans ce dossier. Oui, ce dossier était ouvert et comporte des informations qui sont inexactes. Je ne vais pas vous dire autre chose que quelqu'un en a d'ailleurs eu et fait les frais et se retrouve maintenant, je l'espère en tout cas pour lui, c'est un ami de M. Boulif, blanchi. Cet homme a aussi souffert d'opprobre. Il n'a pas encore été mis en prison, il l'espère, il ne le sera pas, mais il était au doigt de l'être, à 2 doigts de l'être. Donc, c'est un dossier qui commence avec ce qu'un avocat va pouvoir, au niveau d'une audience publique, si elle arrive, faire frémir et faire les gorges chaudes, oui. Monsieur... Vous pensez qu'il n'y aura pas d'audience? Au stade où on en est, M. Boulif la voudra, non pas pour lui, mais pour ceux qu'il voudra faire condamner. Ça, c'est clair. Ça y est, la calomnie, c'est quelque chose qui est répréhensible, mais les faux, les usages de faux, et la manière dont on présente... Enfin, vous savez, on va parler en général. Je suis réviseur d'entreprise. C'est même une responsabilité. On n'est pas à Enron tous les jours. Je suis réviseur d'entreprise et je reçois des pièces.
je vois la comptabilité. Des réviseurs d'entreprise, depuis des années, ont fait la loupe, à la main, l'examen de la comptabilité, et ont soumis ça à la Cour des comptes, au ministère de la Justice. Bon. À partir du moment où des gens s'ingénient à donner pour M. Boulif, en le visant, des éléments qui sont partiels, ou en tout cas fameusement tronqués, pour moi, ça s'apparente non seulement à la malhonnêteté, mais à l'usage de faux. Alors, si je suis réviseur d'entreprise et que je n'ai qu'une partie de la vérité, ben peut-être que je suis amené à faire des constatations qui ne seraient peut-être pas justes si j'avais eu l'entièreté. C'est tout simple. Hein. C'est dans la presse, donc je peux y répondre. On a dit, mais enfin, l'opprobre, hein, l'histoire de Tra est tout de même pas mal, le chèque Tra, c'est pas mal. Mais il y a aussi autre chose. Il n'est pas blanc, hein, parce que qu'est-ce que c'est que ces histoires de machines et de son beau-frère et de cette société? Ouais. Et alors on y va. Hein, mais bon, il faut savoir qu'on a prouvé au juge d'instruction que M. Boulif est arrivé à la demande de la communauté musulmane comme président, alors que la société qui a fourni le matériel informatique travaillait avec l'exécutif depuis 10 ans avant, 11 ans avant, 12 ans avant, elle a travaillé après. Je ne sais pas si elle a travaillé maintenant, parce que je ne m'intéresse pas, mais a travaillé pendant le moment où l'exécutif commence, même avant, au moment où c'était la constituante. M. Boulis arrive, elle travaille après, pendant les 2 ans de M. Boulis. Après, maintenant, je ne sais pas, il est peu manchot. Et quand on demande à M. Boulis, mais enfin, tout ça, c'est des trucs. Ben, oui, le matériel était livré. Et puis, vous voyez une enquête d'un monsieur qui est chargé de se pencher sur le matériel, qui va vous dire c'est un matériel impeccable, tout va bien. Je crois là qu'à côté de la médisance et de la calomnie, il y a des choses qui ont circulé pour abattre. Alors, vous savez, je suis particulièrement inquiet quand je vois M. Boulif en prison en me disant non d'un chien, comment s'il est arrivé là, c'est qu'on a dû vraiment vouloir l'enfoncer. Mais je m'excuse aussi de dire ce mot d'une vulgarité, mais ceux qui ont été à la base des poursuites, ils ont cru que ça allait tellement marcher, ils ont cru que c'était l'impunité pour eux, qu'ils ont été vraiment des petits CONS. Et ça, c'est la chance de M. Boulif, c'est de se dire, moi, maintenant, j'avance. Et je prouve. J'avance et je prouve. Et je crois que, quelque part, je ne demande pas mieux que, non pas qu'il ait été en prison, mais qu'il ait pu prouver, avec l'aide de ceux qui, à l'exécutif, ont voulu l'aider. C'est terriblement facile de dire, monsieur, vous êtes parti, où est la machine que vous avez laissée? Bon. Comme vous, comme moi, j'ai appris que le juge d'instruction s'était rendu sur place. Et moi, j'aime bien les gens qui ont du caractère, qui ont dit ce qu'ils pensaient. M. Boulif a été libéré dans l'heure. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous interrogez le juge d'instruction, son métier n'est pas de dire Boulif est innocent, ce n'est pas à lui de le dire. Lui dit, j'ai des éléments à charge. Et j'enquête à charge et à décharge. M. Boulif est pour le moment dans la décharge. Sans jeu de mots idiot. Plus personne d'autre? Si vous connaissez des personnes en fait, pourquoi ne pas porter plainte avant la fin de Et ce serait contradictoire, nous avons dit qu'on avait confiance au juge d'instruction. Ce juge d'instruction, c'est ce qu'il doit faire quand il aura examiné, je crois qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, et contrôler les pièces. J'espère vraiment qu'on n'aura pas besoin, mais on le fera, hein, si ça ne se fait pas, on l'a dit. J'espère qu'on n'aura pas besoin de se constituer partie civile, ça viendra tout seul. Tout le monde connaît les pièces, tout le monde connaît les noms, dans le dossier, les enquêteurs aussi. Donc nous, on a maintenant, non pas le temps, parce qu'on ne va pas mettre ça. Il ne faut pas non plus que pour la communauté musulmane, maintenant que tout le monde est sorti, ça dure des mois et des années. Ce dossier est ouvert il y a des années, il faut maintenant que ça se termine, qu'on sache qui est qui.
et qu'on aille de l'avant. Sinon, n'importe quel nouveau gouvernement viendrait à prendre ce dossier, s'imaginer avec un dossier où tous ces gens sont sous le label d'affairistes et autres. Non. Je crois qu'il importe pour tout le monde, et pour M. Boulif d'abord, mais pour tout le monde qui gravite autour de ce dossier, que vraiment les choses soient claires. Et nous travaillons en donnant au juge d'instruction ce que nous pouvons donner. Moi, je ne suis pas enquêteur, mais j'ai heureusement, grâce à M. Boulif, l'appui de dizaines de gens. Ouais, il y a des procès pour lesquels on reçoit 2 mails, 3 mails. Il y a des procès pour lesquels on en reçoit 10, 15. Il y a des procès du siècle, paraît-il, pour lesquels on en reçoit pendant 6 mois. M. Boulif rejoint, en tout cas, dans le nombre de mails reçus depuis 3 semaines, vraiment le summum de ce qu'on peut attendre comme soutien, comme affirmation à vérifier de la part de la communauté, de la part de gens qui se disent et qui disent nous on n'est pas musulmans, nous on est chrétiens, nous on est d'une autre religion, on l'a toujours côtoyé. Je crois qu'il n'y a pas une seule autorité d'un culte, et là c'est important, pas une seule autorité d'un culte en Belgique qui soit un petit peu représentative, qui ne l'ait pas assuré de son soutien. M. Boulif, à la maison communale, à l'hôtel de ville de Bruxelles, a reçu les félicitations du ministre de la Justice à l'époque pour le travail qu'il faisait. M. Boulif, au-delà de ces félicitations qui sont peut-être un peu formelles, a tout de même, pendant 2 ans, eu avec les chefs de culte les entretiens, les discussions, les accords, les prises de position qui ont fait que ces gens ont pu voir qu'il était bien sûr, on peut toujours après être malhonnête, ou même en même temps. Mais c'est tout de même étonnant. Et donc, vous posez la question, oui, on ne veut pas mettre des gens, et ce serait d'ailleurs indigne, mettre des gens au pilori, mais le travail continue, et le travail sera un travail de bulldoze. Et ça, croyez-moi, le juge d'instruction a reçu et recevra les informations que nous avons reçues de la communauté musulmane, que nous vérifions, et que les enquêteurs vérifient. Vous avez parlé d'intérêts mafieux. Dans quelle mesure peut-on dire qu'il y a des intérêts mafieux, étant donné la relative montant dérisoire dont il est question, ce ne sont pas des grandes sommes. Alors, je comprends mieux si on dit qu'on veut abattre le culte musulman ou créer une difficulté au culte musulman. Je ne comprends pas très bien quand vous parlez de caractère mafieux. Alors, là, c'est beaucoup plus facile de répondre. Si vous comprenez que pour le culte musulman, certains essayent d'en tirer, peut-être pas pour l'abattre, mais pour l'affaiblir et pour le rendre dépendant, pour le rendre infantile, pour le laisser dans une espèce d'infantilisation chronique, en profite, ça c'est clair. Mais au niveau mafieux, il y a des sommes considérables. Hein. Pas à vous, peut-être, ici, que je dois dire ce que peut représenter la certification. Vous savez, moi, personnellement, si ça ne dépendait pas de Boulif, il y a longtemps, j'aurais envie que ces dossiers aillent sur la table et qu'on voit ce qui se passe. Hein. Plutôt que de dire des semi-secrets, je ne peux pas aller. Moi, je ne peux pas maintenant aller plus loin. Mais nom d'un chien, je voudrais bien que ce dossier, en tout cas, il ira, ce dossier, la volonté de M. Boulif, ce sera, s'il n'aboutissait pas, de se constituer partie civile et de mener ce dossier jusqu'à ce qu'une chambre du conseil renvoie ceux qui sont devant le tribunal, si, comme je l'espère, le juge d'instruction ne le fait pas. Mais j'espère toujours qu'il y aura cette volonté de mener ce dossier, et rapidement, hein, il ne faut pas, encore une fois, je le répète, qu'on nous dise dans 5 ans, on attend. Les éléments, rassurez-vous, sont là. Ou en train d'être là. Donc, qu'on avance. Hein. Je crois que les sommes en jeu sont pas... Il faudrait une étude, je crois d'ailleurs qu'elle a eu lieu, une étude universitaire sur les enjeux. Le culte musulman est tout de même un culte extraordinairement actif et important en Belgique. L'honneur, la gloire, l'argent, tout ça... Oui. Ah, il
avec quelqu'un qui va lever la main. Ok. Bon, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Si vous me permettez. Oui. Est-ce que vous pouvez aller plus loin, maître, à propos de la certification? Parce que vous parlez de mafia, vous parlez de brosseurs. Vous pouvez dire des noms ou des organisations à qui pensez-vous? Je peux dire à qui je pense, mais je ne vous dirai pas à qui je pense. Je pense, oui. Et je fais plus que penser. Mais je ne vous donnerai aucun nom. Et je ne joue pas le rôle de héros H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire de crier sur la place publique pour mettre des gens dans les difficultés. Je sais trop et je suis trop tenu à respecter, et c'est un point d'honneur, les droits de la défense pour avoir les gens en face de moi. Et je les attends. Et je peux vous dire que je les ai déjà eus, et que je les ai attendus, et que je les attends encore. Je crois que c'est suffisamment clair. Voilà, donc je vous remercie encore. On va clôturer cette conférence de presse pour vous dire qu'il y aura sans doute encore d'autres occasions et en fonction de l'évolution du dossier, vous serez informé en temps utile de l'évolution. Voilà, merci encore.